attribué au total 9 sièges à l'Union progressiste et 6 sièges au Bloc républicain. Une fois la répartition des sièges acquise, le président de l'Assemblée nationale va inviter les 2 groupes parlementaires de l'institution à proposer des candidatures suivant les sièges attribués à chaque groupe. Le bureau de l'Assemblée nationale va ensuite procéder à la constitution d'une liste unique des candidatures enregistrées par Parlement, censée compter nommément les 5 députés choisis pour chacun des 3 parlements régionaux ou sous-régionaux. C'est donc ces listes qui vont finalement être soumises au vote à bulletin secret à la plénière. Il faut rappeler que suivant la même méthode et à partir d'une répartition sur la base du principe à valeur constitutionnelle majorité-minorité, confondu cette fois-ci à la répartition proportionnelle par groupe parlementaire sur les 3 sièges à pourvoir au sein de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'Union progressiste a droit à 2 sièges et le Bloc républicain 1 siège. Sur les 2 sièges à pourvoir au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, chaque groupe parlementaire devrait se retrouver avec 1 siège chacun. Et sur les 6 sièges à attribuer à la Haute Cour de justice, l'Union progressiste et le Bloc républicain devraient obtenir chacun 3 sièges. Les parlementaires se retrouvent jeudi prochain en plénière pour le vote en vue des différentes désignations. On reste à l'Assemblée nationale. En prélude au point de presse que l'institution qu'il préside va animer les 27 et 28 juin prochains à Paris, en France, sur le processus électoral, le président du Parlement africain de la société civile est allé remettre vendredi dernier à Porto Novo au président de l'Assemblée nationale du Bénin le rapport de l'observation du dit processus assuré par le Parlement africain de la société civile. Suivons Jean-Claude Dadro-Kessé à sa sortie d'audience. Il y a un message important que nous avons bien évidemment adressé à M. le Président. Nous lui avons dit que tout changement profond dans la vie d'une nation rencontre bien évidemment des contestations. L'exemple qui est connu de tous, vous savez, c'est celle de la France. L'arrivée du président Macron a suscité beaucoup d'espoir en France. Au-delà de cet espoir, lorsqu'il a voulu apporter des réformes profondes dans la vie de la France, eh bien vous constatez que depuis des mois, il rencontre une grande contestation jamais connue en France. Ce n'est pas le Bénin qui désire bien évidemment apporter des réformes profondes dans la vie des populations qui ne connaîtraient pas de contestation. Nous comprenons donc ce qui se passe ici au Bénin. Nous estimons que la démocratie béninoise se porte bien et tout ceci est conseillé dans ce rapport définitif que nous avons. C'est normal, il y a des avancées, il y a à faire, il y a bien évidemment des réformes, mais cependant nous estimons que le Bénin se porte mieux. Le président a apprécié notre visite, il a promis bien évidemment que nous allons nous rencontrer les jours qui viennent. Il a estimé qu'il va prendre donc le temps de feuilleter, de comprendre et de lire notre rapport. Et je crois que nous nous sommes compris. Et dans les titres, le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable s'enquiert de l'évolution des chantiers d'asphaltage dans la ville de Cotonou. José Tonato, accompagné des cadres de la mairie de Cotonou et des responsables des entreprises et des missions de contrôle, a sillonné les différentes ruelles promises à un changement d'aspect sous peu. Petroni Lokosu, Jérôme Mouba. Dans la rue 7008 Cotonou-Saint-Michel, Anselme Salakon est un coiffeur. Il est témoin du démarrage il y a quelques mois des travaux d'asphaltage devant son atelier. C'est moi-même qui creusais de débouchés pour l'eau stagnante. Avec ces travaux, je suis très content. J'apprécie beaucoup la gouvernance du chef de l'État, qu'il aille de l'avant. Dame Sourou, dans la rue jadis impraticable du ministère de l'Agriculture, aujourd'hui en plein asphaltage, apprécie les travaux.
Nous étions seuls à subir les effets de la dégradation de cette voie. Donc, cet asphaltage nous réjouit beaucoup. Mais les travaux sont lents. Ces remarques sont partagées par le ministre du Cadre de vie. José Tonato était dans les rues des lots 2A, 1A, 6A et 3A. Si retard, malfaçon, non-respect des normes de sécurité caractérisent certains chantiers, d'autres par contre ont pu arracher le sourire à l'autorité. Je suis satisfait de l'avancement global du projet. Et les 4 lots que nous avons visités dans Cotonou, nous avons 2 lots presque exemplaires. Le lot 6A, qui est tenu dans le quartier cocotier, Hevive, aéroport et consorts par la société Sogeas Atome, et également le lot sur lequel nous nous trouvons, le lot 3A, qui est tenu par une autre composante de Sino Hydro qui nous donne beaucoup de satisfaction. Pour la mission de contrôle, les travaux s'exécutent selon les normes en la matière. Que ce soit le lot 6A de l'entreprise Sogeas Atome, les travaux qui sont en cours se rapportent à l'assainissement, les travaux de terrassement et les travaux de chaussée. Et tel que vous aurez constaté, une bonne partie du quartier cocotier a déjà reçu la grave non traitée 0,60 en fondation. Les caniveaux sont presque partout dans cette zone. Également sur ce lot 3A, c'est pratiquement les mêmes travaux qui sont en cours. Il s'agit des travaux d'assainissement, vous allez voir un peu partout les caniveaux. Les zones qui sont prévues pour être revêtues en pavé, vous allez constater qu'il y a des pavés qui ont commencé déjà par être posés sur certaines rues du lot 3A. Également, nous avons les travaux de chaussée, la mise en place de la couche de base et de la couche de fondation, également qui ont démarré sur ce lot. Le projet asphaltage est l'un des projets phares auxquels le gouvernement accorde une importance capitale puisqu'il doit impacter le vécu quotidien des populations. Dans quelques mois, grâce au président Patrice Talon, le visage de la ville de Cotonou va changer. C'est heureux de constater que les travaux d'asphaltage qui sont entrepris comportent non seulement l'élaboration, donc la construction des voies d'assainissement, mais également l'aménagement des voies et aussi l'éclairage. L'éclairage et la pose même des arbres pour l'ombre. Donc, il y a tout un verdissement qui va rendre quand même joyeux, qui va mettre à l'aise les populations de notre ville. Et nous en sommes très fiers, nous en sommes contents. Et nous remercions donc le gouvernement de la République par rapport à cela. Pour le reste, eh bien, il suffit de maintenir le cap, la pression sur les entreprises qui ont quelques difficultés. Il n'y a pas encore de doléance, juste que l'accès à leur maison, la population, ils souffrent un peu, mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. On leur dit, on les sensibilise, on leur dit que ça va prendre juste un peu de temps et que tout va rentrer dans l'ordre. Un cadre de vie assaini est un préalable à un bien-être social des populations. Pendant ce temps, la Direction générale des infrastructures était en visite sur les chantiers de construction des axes Revier, Calavik-Bouta et Missé-Sainto, Zinvier, Sédédénou. Les nuisances causées aux populations et les délais d'exécution des travaux étaient les préoccupations majeures évoquées au cours de la visite. Ghislain Boguet, Wenceslas, à Royaumont. A été dit là, quand vous avez fait ça. Là où les pavés sont enlevés, c'est une zone où je pense qu'il y a 2 mois que ça a commencé. Non, oui. Tu veux que tu te... Séance de questions-réponses sur le chantier de construction de l'axe Revier-Calavik-Bouta. La Direction générale des infrastructures est descendue sur le chantier suite aux plaintes des populations qui souffrent le martyre avec les nuisances que leur imposent les travaux. Les nuisances, c'est un travail quotidien que nous faisons par rapport à ça pour essayer d'atténuer ces nuisances. Le directeur général des infrastructures constate le contraire. C'est pas la peine de mentir pour dire oui, bon, vous n'avez rien fait. Rien. Je suis venu ici parce que la saison des pluies arrive. Et je sais que vous créez beaucoup de nuisances aux populations. Et elles ne sont pas contentes.
je n'hésiterai pas à suspendre les travaux. Si je pense que je constate que vous n'avez pas pris des mesures pour que, même en cours de chantier, que des gens puissent circuler dans une aise donnée. Ce que vous ne faites pas. Second point d'insatisfaction, l'avancement des travaux. Le délai consommé aujourd'hui, on doit être aux 2/3 du délai. 2/3 du temps déjà consommé. Mais les travaux sont-ils exécutés eux aussi aux 2/3? Oui, pratiquement. Faux, réplique Jacques Ayadji. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'était vrai, on ne serait pas ici. On va rester au bureau et savoir que tout se passe bien. Notre manière d'assumer notre part de responsabilité dans le retard, c'est de leur accorder un délai supplémentaire de 10 mois. Donc au 7 juin 2020, ils doivent avoir terminé les travaux. Au terme de la visite, c'est un double engagement qui est pris. Il est demandé à l'entreprise de faire des efforts pour soulager, un tant soit peu, les usagers, pour éviter des désagréments, surtout que nous rentrons dans la période des pluies. Il va sans dire que c'est un engagement à double titre, c'est-à-dire un engagement d'assurer la qualité des ouvrages et un engagement aussi de ne pas créer des désagréments aux usagers. Et je tiens beaucoup à le dire aujourd'hui, c'est le respect aussi des délais. Vivement que Ebomaf mette derrière elle cette difficulté pour éviter les nuisances aux populations. Construire les axes Révier Calavipota et Missé Saint-Ozivier Sédiedénou de bonne qualité dans les délais prévus. La République démocratique du Congo à l'école du Bénin en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. Séduite par l'expérience du projet de service décentralisé conduit par les communautés, une délégation de ce pays est au Bénin. Ses membres étaient vendredi dans la commune de Glazoué. Objectif, toucher du doigt les réalisations du programme et s'en inspirer. Igor Ayosso, Christian Gandior, compte rendu. L'IS des femmes de Soweto. Elles reçoivent ici la visite d'une délégation du ministère des Affaires sociales de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus dans le cadre d'une visite d'échange d'expérience parce que dans les 3 prochains mois, nous allons implémenter un projet de filets sociaux que nous dénommons projet d'inclusion productive. Nous sommes donc venus à l'école du projet PDSS pour apprendre ce qu'ils ont essayé de faire et pour apprendre aussi les défis qui nous attendent, de manière à ce que nous puissions nous atteler et réussir notre projet. Nous sommes allés à une rencontre internationale qu'organise la Banque mondiale pour tous les projets qui organisent ce qu'on appelle filets sociaux et nous avons exposé notre expérience qui a intéressé plusieurs pays et le premier en tête à se manifester, c'est la République démocratique du Congo qui est venue voir un peu ce que nous avons fait. La délégation congolaise a exploré les différentes réalisations du projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC. Il s'agit notamment de la construction de salles de classe, sans oublier des travaux mobilisateurs d'intérêt collectif ayant désenclavé le village. Et ce n'est pas tout. Nous avons réalisé ce qu'on appelle, dans le cadre des filets sociaux, des transferts monétaires, où nous avons identifié ici un certain nombre de ménages dans lesquels les gens n'arrivaient pas à s'offrir un seul repas par jour. Et en 24 mois d'intervention, des ménages qui vivaient dans l'indignité, dans la vulnérabilité et dans le dénuement ont réussi avec ce peu-là à changer leur vie. Donc les résultats sur ce plan sont allés au-delà de nos attentes. Auparavant, difficilement, elle arrivait à s'en sortir avec son époux. Mais depuis que le PSDCC s'est intervenu et ils ont commencé par réaliser les pistes et que chaque fin de mois, elle percevait 9 600, elle a créé quelque chose comme activité génératrice de revenus et puis tout est bien. Au terme de la visite, les hôtes venus de la République démocratique du Congo sont satisfaits. Je suis très content parce que lorsque je vois des familles pauvres, j'ai entendu une maman qui n'avait rien, qui souffrait dans son ménage avec son mari, mais que le projet a essayé de soutenir et que désormais, voilà, le ménage essaie de tenir. On a suivi une autre maman qui n'avait rien, mais qui rêvait de monter une petite affaire et avec cet argent, elle a monté une percherie et maintenant elle s'auto-finance. Ces différentes performances du PSDCC serviront de modèle à ces émissaires du ministère congolais des Affaires sociales. Pour rappel,
Le projet de service décentralisé conduit par la communauté PSDCC est arrivé à terme en décembre 2017. Sur ces centres est né le projet Access Entendez, appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Il s'est tenu à Natitengu, dans le département de l'Atakora, un atelier animé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et l'Association pour la communication non violente au Bénin. Objectif, sensibiliser et informer les élus locaux sur la communication non violente. Enoch Karumpati, Evariste Zoman. La cohabitation pacifique entre les peuples et la gestion des espaces frontaliers préoccupe l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. En initiant cet atelier, l'ABJF et l'Association pour la communication non violente au Bénin entendent informer et sensibiliser les élus locaux et les forces de sécurité et de défense sur la communication non violente. Les frontières, en dépit de nombreux efforts consentis pour les délimiter, les démarquer et les sécuriser, sont souvent exposés à des risques liés à la violence, des conflits. Ces situations ne favorisent pas les relations de bon voisinage, l'intégration régionale, la coopération transfrontalière et mettent des populations riveraines dans la peur, source d'insécurité. En témoignent les nombreux cas de violence et de conflits frontaliers dans les communes présentes ici. Notre intention en apportant notre contribution n'est pas de lutter contre qui que ce soit. La communication non violente ne va pas supprimer les incompréhensions et les désaccords de nos relations, mais elle va nous permettre de les gérer d'une façon constructive. Donc, nous pouvons ne pas être d'accord et vivre en paix ensemble. Nous pouvons ne pas être d'accord et faire un bout du chemin en paix. Les communes de Bukombe, Kobli et de Materi dans le département de l'Atakora partagent leurs frontières avec le Togo, ce qui justifie la présence des maires de ces localités et des préfets à cet atelier. Je vous exhorte donc à saisir l'opportunité que vous offre la BJF et de faire en sorte que cette formation qui vous sera donnée soit prise au sérieux dans le cadre de la promotion de la coopération transfrontalière entre les populations sœurs du Bénin et du Togo. Cette séance de sensibilisation qui se déroule à Natitengu entre dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises. Une semaine placée sous le thème « Viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national ». Hors du Bénin, l'opposition était dans les rues vendredi pour protester contre la gouvernance du président George Weah. Des milliers de personnes s'étaient mobilisées à cette occasion pour protester contre leurs conditions de vie et la corruption dans le pays. Elles devraient être de retour dans les rues dès lundi, mécontentes de l'issue de cette première manifestation. Explication, James William Gwagiti. 1 an et demi après une accession au pouvoir historique, l'image est peut-être déjà en train de s'écorner. George Weah, chef de l'État du Libéria depuis janvier 2018, est contesté pour la première fois jusque dans la rue. Des milliers de manifestants ont en effet marché dans la capitale Monrovia ce vendredi pour dire leur désapprobation de la gouvernance. Les principales figures de l'opposition, certains syndicalistes et des acteurs de la société civile réunis au sein du Conseil des Patriotes reprochent au président de la République la malgouvernance, la corruption ainsi que la situation financière pour le moins désastreuse du pays. Cette manifestation était annoncée depuis près de 2 mois, mais toutes les tentatives de dialogue initiées par le pouvoir ont échoué. Mécontents de n'avoir pu rencontrer en personne la vice-présidente Joël Taylor pour lui transmettre leurs revendications comme prévu, les leaders du Conseil des Patriotes appellent à de nouvelles manifestations dès lundi. George Weah, dont le principal défi est en effet la résorption de la crise économique dans laquelle végète le Libéria depuis la fin de la guerre civile en 2003, est accusé de faire le lit à la corruption et de protéger les anciens seigneurs de guerre contre lesquels aucun procès n'a été ouvert depuis cette année-là. Dans le même temps, la publication de nombreux rapports internationaux sur le Libéria fait état de détournement de fonds. Le président Weah, qui s'est dit conscient des difficultés de ses compatriotes, avait lancé le 29 mai un programme d'aide du Fonds monétaire international censé sortir l'économie de cette difficulté. Des mesures avaient également été annoncées contre la corruption, mais sans doute sont-elles insuffisantes ou ont-elles été décidées trop tard aux yeux de l'opposition.
Ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.